Bien. Bonjour à tous, chers alumni. Merci beaucoup à tous pour votre présence ce matin. Donc la trentaine de personnes dans la salle qui ont réussi à vaincre les grèves apparemment, et également les 80 personnes qui vont se joindre à nous en ligne. Désolé pour le retard, comme vous l'avez compris, quelques grèves ce matin dans Paris. Alors, merci beaucoup à tous pour votre présence sur ce sujet de le financement de l'innovation de défense. Je suis Philippe Demijola, je dirige le club Aérospace, Défense et Sécurité pour la partie Défense et Sécurité. Et je suis accompagné ce matin du lieutenant-colonel Vincent Dillis, qui préside quant à lui les alumni d'école de guerre. C'est le premier événement commun que nous organisons entre nos deux associations. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. C'est un partenariat qu'on va essayer de faire grandir et renforcer dans nos deux associations. Et il nous semble assez naturel. Il y a un lien très fort entre l'école, entre HEC et entre le monde de la défense. À titre d'exemple, les armées envoient chaque année très régulièrement des officiers au potentiel sortis de l'école de guerre faire le MBA d'HEC. Et à l'inverse, l'école de guerre s'est ouverte depuis quelques années à des auditeurs civils, parmi lesquels se trouvent quelques anciens d'HEC. Si pour certains d'entre vous, le cursus d'auditeur civil de l'école de guerre vous intéresse, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous manifester à nous à la fin de l'événement. Alors, le thème de l'innovation de défense nous semblait particulièrement propice à cette rencontre entre les alumni d'école de guerre et les alumni HEC, parce que précisément, l'innovation se fait souvent à la confluence entre les mondes civils et les mondes militaires. Pour les armées, l'innovation, ça a été une grande priorité du ministère des Armées, avec le grand chantier de création de l'Agence Innovation de Défense, la gestion d'un portefeuille, d'un budget annuel d'environ 1 milliard d'euros pour conduire toute une série d'études amont, d'études opérationnelles, pour justement irriguer le monde de l'innovation. Les forces également pratiquent au quotidien l'innovation, particulièrement les forces dont la devise est faire autrement, les forces spéciales, et donc s'adaptent en permanence à un ennemi qui lui aussi innove. Sur le plan industriel, l'innovation, elle est concrétisée par des chercheurs et des ingénieurs sur l'ensemble de la BITD. La BITD est la base industrielle et technologique de défense, donc depuis les plus grands groupes qui portent la vision plus programmatique long terme, les PME et les startups, où se trouvent souvent les forces vives de cette innovation. Tous les acteurs semblent donc réunis pour que l'innovation de défense française fleurisse, l'innovation de défense qui est indispensable à notre autonomie stratégique. Alors tous les acteurs, presque, puisqu'en fait, manquent parfois à l'appel les acteurs du monde de la finance. Et c'est ça dont on va parler plus particulièrement aujourd'hui. Le monde des banques, le monde des capitaux, le monde des business angels aussi. C'était quelque chose qui, jusqu'à présent, était un petit peu en défaut sur la partie innovation de défense. Et c'est un constat qui est assez manifeste, qui est malheureusement assez récurrent. Nos entreprises, malgré la très grande richesse des sujets d'innovation qu'elles portent, sont confrontées à des difficultés de financement assez récurrentes. Alors comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Quelles sont les causes, quelles sont les conséquences, quels sont les remèdes qu'on peut éventuellement essayer de mettre en place? C'est précisément de ça dont on va parler avec nos 4 invités, que je remercie à nouveau très vivement d'être avec nous ce matin. Alors, Guy Gourevitch, et Guy, je commence par toi, tu es le président d'honneur de France Angel, tu es président et cofondateur de Défense Angel, donc ce nouveau réseau de particuliers investisseurs dont la création a été annoncée par la ministre de la Défense en novembre 2021 sur le forum Innovation Défense. Karine Joyeux, tu es fondatrice et présidente de la start-up Elicatim, qui depuis 2015 apporte des solutions innovantes pour des populations très opérationnelles de militaires, en général en phase de préparation avant un déploiement extérieur, sur le domaine linguistique en particulier. Et tu étais toi-même auditrice civile de l'école de guerre, la 27e promotion, où tu as travaillé particulièrement sur justement les questions de l'innovation de défense et de leur financement. François Matins. François, tu es l'ancien directeur Affaires publiques et innovation du GICAT, le GICAT, donc le groupement des industriels de défense et de sécurité terrestre. Tu avais notamment créé au sein du GICAT le premier accélérateur d'entreprises de défense, Generate. Et en fait, tu es récemment allé jusqu'au bout de ta démarche d'innovation, puisque tu as quitté le GICAT et que tu es devenu vice-président Affaires publiques chez 22, une start-up qui est spécialisée dans la vision par ordinateur. Nicolas Wario, tu es président de la société Jacques Dubois, qui est une PME dans le domaine de l'aéronautique militaire. Tu es spécialiste, enfin, la société que tu présides est spécialiste des produits de blindage électromagnétique. Et tu as été auditionné dans le cadre du récent rapport parlementaire sur cette question, là aussi, du financement de l'innovation de défense. Et tu vas nous apporter ton éclairage sur la vision des PME sur ce sujet crucial.
Voilà, des points de vue, vous l'aurez compris, très complémentaires sur cette question complexe. Je vais vous céder respectueusement la parole pour 45 minutes environ. Et ensuite, on aura à nouveau une quarantaine de minutes d'échange avec la salle. Merci beaucoup à tous. Et François, je crois que c'est toi qui commence. Merci Philippe. Pour moi, l'idée, c'est la 5 grosses minutes pour vous mettre un peu en perspective la problématique et pourquoi Defense Angels est né, pourquoi c'est dans ce pari un peu fou avec Guy de monter ce business angel dédié aux questions de défense et de sécurité. Vous m'entendez pas? L'idée, c'est quand j'ai créé, donc en mars 2017, Generate, qui était le premier accélérateur de start-up dédié à la défense et à la sécurité. Le premier réflexe dans l'industrie de défense, c'était de me prendre pour un fou. Je suis habitué, donc ça ne m'a pas perturbé plus que cela. Et l'idée, c'était de comment faire venir de nouveaux acteurs dans cet écosystème de l'industrie de défense, qui est assez bien connu. Voilà, c'est 4000 entreprises avec les grands groupes, des PME plutôt bien installés, historiques. Et c'était comment des nouveaux acteurs entrants qui venaient d'autres écosystèmes pouvaient également contribuer. Et donc, avec ma collègue de l'époque, Mathilde, on a recruté des gens dans cet accélérateur. On leur offrait des services. Et assez rapidement, on nous a fait remonter des problématiques de financement où certaines d'entre elles nous expliquaient que c'était très bien de nous aider sur ça, mais qu'elles avaient un gros problème, notamment avec leur banque, sur la phase de pré-amorçage. En gros, la phase où elles cherchaient entre 0 et 500 000 euros. Et dès qu'elles commençaient à vouloir avoir un peu de crédit, certaines avances, ou commençaient à avoir un peu d'argent pour partir à l'export, ça commençait à poser des vrais problèmes. On ne vous entend pas ? Je vais faire le crooner. Et donc l'idée, c'était de pouvoir résoudre ce problème. Donc j'ai commencé un peu à creuser. Je suis allé rencontrer des banquiers. Enfin, au début, ils n'ont pas voulu me rencontrer. Ensuite, derrière, j'ai également échangé avec des fonds d'investissement. J'en ai rencontré une trentaine sur la place parisienne. Et j'ai fait une première petite note qui était de comprendre un peu quelles étaient les problématiques. Assez vite, le sujet compliance est sorti en nous expliquant que ça posait des vrais problèmes parce que la défense, les armes, je vous caricature un peu, mais c'était pas bien. Certes, et je leur expliquais, oui, mais vous savez que dans la défense, il n'y a pas que les armes, il y a plein d'autres problématiques qui sont liées à des problématiques de formation, de technologie sur des matériaux, sur du radar. Enfin bref, il n'y a pas uniquement le critère de létalité dans le mot défense. Et je me suis confronté à un écosystème qui avait des problématiques qui étaient très spécifiques aux siennes, et ce que je comprends tout à fait, et qui avait quand même une méconnaissance des enjeux de défense. Et inversement, de l'autre côté, parce qu'il faut toujours un peu balayer devant sa porte, c'est vrai que quand on est une PME ou une startup, c'est très compliqué de se mettre dans le bain des sujets compliance parce que c'est assez technique, ça évolue en permanence. Pas toujours uniquement sur l'aspect juridique et légal, mais également sur l'aspect image et politique. Donc, c'était comment créer du lien dans tout ça. Et donc, j'ai fait des premières notes où, en gros, on m'a dit, pour l'instant, tu vas juste l'imprimer, la plier en 4 et bloquer une porte avec parce que c'est pas un sujet. Le problème, c'est que je suis un peu têtu, donc j'ai continué à faire mon lobbying à la fois en interne et en externe. Et il y a eu les premiers échos médiatiques sur ces enjeux qui sont sortis. Et à la suite de ça, moi qui étais directeur des affaires publiques à l'époque, j'ai échangé pas mal quand même avec des parlementaires. Et il se trouve que le sujet est monté un peu en puissance. Et la présidente de la commission de la défense, Françoise Dumas, c'était en 2020, à l'été 2020, a acté le fait qu'il fallait faire une mission d'information sur le sujet du financement de la défense et de l'industrie de défense, et donc a nommé 2 rapporteurs, donc le député Thiriot et la députée Ballet-Blu, pour faire toute une session d'audition et de comprendre quelle était la problématique. Et il se trouve que le rapport, donc c'était une mission flash qui devait volontairement durer que 3 mois. L'idée, c'était pas de refaire encore un truc de 250 pages que personne ne lit. C'était de faire quelque chose qui faisait 30-40 pages et qui puisse être opérationnel avec des propositions. Et donc, ça a balayé un peu les problématiques, donc on y reviendra tout à l'heure. Et entre autres,
Elle s'appuyait sur, donc moi, la note que j'avais fait, les 2-3 notes que j'avais fait sur le GCAT, et également en parallèle, un groupe de travail qui a été fait au sein de l'école de guerre, dont Karine a contribué, pour avoir la vision des militaires, en tout cas des auditeurs de l'école de guerre, sur quels étaient ces enjeux. Et c'est la convergence de tout ça qui a alimenté le rapport, en plus des auditions des PME, des gens des ministères qui ont bien, et des banques aussi, pour comprendre un peu ce qu'il y a. Et une des propositions, il y en a une 20 ou 25 de mémoire, c'était la création d'un business angel qui était dédié au secteur défense et de souveraineté stratégique pour pouvoir compenser la frilosité bancaire et pouvoir trouver du financement à cette phase qui est la plus critique pour les entreprises parce que c'est la plus risquée pour un investisseur, là où on se lance dans l'aventure entrepreneuriale entre le 0 et 500 000. Et donc, c'est comme ça que donc Défense Angels est né, où moi, à la sortie du rapport parlementaire, je me suis appuyé dessus. Donc, j'ai commencé un peu comme ici à faire plein de conférences, des webinaires, à écrire des articles. Et il se trouve que quand j'ai fait un webinaire, il y a un fou qui m'a sauté dessus à la fin, qui s'appelle Guy Gourevitch, qui m'a dit c'est une super bonne idée. Comment on peut avancer ensemble. Donc, on s'est enfermé, on a commencé à mouiner, puis on a dit allez, on y va. Et donc, de avril 2021 jusqu'à l'été, on a mouliné, on a bossé le week-end. Et on s'est dit, OK, ça y est, là, il y a un alignement des planètes qui est positif pour lancer ce Business Angels dédié au secteur défense. Et donc, on a officialisé le lancement en octobre. Là, on a été très agréablement surpris. Surpris dans le sens où tout le monde a dit c'est une super bonne idée. C'est-à-dire que la BPI nous a soutenus dès le début. Le ministère des Armées, avec la ministre et son cabinet, nous a dit c'est une excellente idée. La preuve, elle a annoncé officiellement le lancement en novembre dernier. Également, l'AID a été un des premiers soutiens et on a encore signé une convention il y a quelques semaines avec eux où on est officiellement partenaire de l'AID. Et donc là, le Défense Angel, c'est sur de très bons rails. On est en train de croître et puis on a pas mal d'actualités qui vont arriver très récemment. Donc, il y a un alignement des planètes actuel et je terminerai là-dessus qui malheureusement s'appuie sur l'actualité avec tout ce qui se passe en Ukraine et ça remet au goût du jour un peu nos problématiques de défense et de souveraineté. C'est dommage d'en arriver à des morts et une guerre à nos frontières pour que les gens se rendent compte que ça soit un sujet qui peut être important pour notre pays. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce track record qui date de maintenant 4-5 ans commence à se pérenniser, à se concrétiser avec Défense Angels et toutes les initiatives qu'il y a en corollaire à tout ça. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci François pour la transition, parce que tu as mis le contexte de ce que nous avons vécu, en tout cas depuis ces 5 dernières années. Donc moi, j'ai fondé Elicatim il y a maintenant 6 ans. C'est une start-up qui a trouvé son marché immédiatement, puisqu'en fait, 15 jours après la création de l'entreprise, on a signé notre premier contrat avec une unité des forces spéciales. 1 an après, on avait l'ensemble de la composante des forces spéciales de l'armée de terre. Et 3 ans après, on signait notre premier contrat avec l'ensemble de l'armée de terre, donc 120 000 personnels. Donc nous, on n'a pas eu de problématique particulière pour trouver nos clients. Aujourd'hui, on a 300% de croissance, on a levé 500 000 € en 2020 et on a globalement une ouverture de 3 à 4 marchés par semestre, ce qui, pour une start-up de moins de 10 personnes, reste plutôt correct comme croissance. Et tout ça, ça s'est fait malgré le fait qu'on ait eu 14 refus bancaires, qu'on ait mis 4 ans à lever péniblement 500 000 €, et je dis bien péniblement, puisque donc l'amorçage avait été extrêmement compliqué, que quand on s'adressait à des business angels, ils ne comprenaient pas forcément tous les problématiques dans lesquelles on était, et qu'il n'y avait pas de leader dans notre domaine, donc on ne pouvait pas s'appuyer sur ce que Défense Angels a créé pour pouvoir amener d'autres personnels de l'environnement de la finance, pardon. Au niveau bancaire, bien, en fait, non seulement ils ne comprenaient pas notre business model, mais en plus, ils étaient effectivement extrêmement frileux sur ces thématiques. Une fois que la période de frilosité est passée et qu'ils ont vu que on continue à exister, ils ont malgré tout systématiquement émis des doutes sur la capacité qu'on allait avoir à pérenniser nos secteurs et à pérenniser notre offre à l'export. Et malgré les contrats qu'on rapportait, donc au départ, c'était vous n'avez pas de contrat global avec le ministère des Armées, on en a obtenu un pour 4 ans avec un récurrent de 4 à 5 millions, ce qui était quand même plutôt
très correct pour une start-up qui faisait moins de 300 000 € de chiffre d'affaires l'année d'avant. Ce n'était pas suffisant. Quand on est parti à l'export, ils nous ont dit vos marchés sont trop défense. On a ouvert nos marchés sécurité. Ils ont continué à nous dire ah oui, mais la sécurité, c'est exactement comme la défense. Et en fait, on s'est aperçu que derrière tout ça, il y avait un vrai manque de compréhension de l'écosystème. Étant donné qu'il n'y a pas de chaîne dédiée à la défense au sein des banques, on tombe sur le directeur d'agence. Nous, en tant que start-up, on ne peut pas être géré par la partie grand compte défense. Donc, on va tomber sur le directeur d'agence, éventuellement le directeur du club affaires dans le meilleur des cas, et ça va remonter au comité des engagements. Et la problématique a systématiquement été au moment du passage du dossier en comité des engagements. Donc, en 2 mots, ceux qui décident si oui ou non on attribue un crédit ou une offre bancaire quelle qu'elle soit, parce qu'ils ont considéré qu'on était systématiquement une entreprise à risque. Donc, nous, on a eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi, en travaillant avec un ministère public, enfin 2 avec le ministère de l'Intérieur, on était aussi à risque, alors que quand on fonde une marketplace avec des clients qui peuvent pour la peine en B2C être assez changeants, on peut obtenir plus facilement des financements. Le fond du problème reste, à mon sens, le manque de connaissances de l'environnement de la défense et le manque de liens qu'il peut y avoir. On voit une évolution aujourd'hui avec l'actualité. Donc, comme disait François, c'est malheureux qu'on en soit arrivé à une guerre sur notre propre continent pour commencer à mettre en lumière les problématiques de défense. Et on a une deuxième problématique en parallèle, c'est que les banques ont une frilosité également parce que nos entreprises sont majoritairement dans nos startups sous-capitalisées. Et dès qu'on est sous-capitalisé, par définition, même si les fonds propres restent dans les critères européens, il y a une réelle frilosité de la part des banques. Donc voilà pour la partie bancaire. Pour la partie investisseur, mon témoignage sera le suivant. Je dirais que le mot-clé de nos startups de la DevTech naissance, c'est robustesse et résilience. Parce que quand on met plusieurs années à faire son amorçage, là où l'écosystème des startups le fait d'habitude dans les 1 ou 2 premières années, on est face à un cycle dans la défense qu'on qualifie souvent d'assez long, mais malheureusement, on trouve la même chose chez les investisseurs qui attendent des preuves de marché et des preuves de concept qui elles-mêmes mettent du temps à être faites. Donc là, mon retour d'expérience, en tout cas au niveau de nos investisseurs, c'est que ceux qui nous ont fait confiance se sont appuyés non pas sur des preuves de marché formelles et des contrats qui étaient passés, mais plutôt sur le retour des forces opérationnelles. Et dans nos investisseurs, ceux qui ont compris que lorsqu'on arrive à travailler avec les forces spéciales, qui ne sont absolument pas la mine d'or que beaucoup de startups s'imaginent, mais plutôt des clients extrêmement exigeants, dans une R&D permanente, vous n'avez pas fini votre V1 que la V2 est déjà dans les tuyaux. Donc, en 2 mots, il ne faut pas aller les voir pour chercher un chèque. En revanche, quand vous êtes testé, validé, approuvé et acheté par ces gens-là, en général, 3 ans après, le même besoin se retrouve sur les forces conventionnelles. Les investisseurs qui ont compris ce système-là à nos côtés nous ont accompagnés sur le long terme et aujourd'hui se présentent pour notre 2e tour de table en Série A. Donc voilà, je voulais au passage remercier Airbus et Michelin Développement qui ont été les premiers à nous faire confiance. Et c'est grâce à ces grands groupes-là, et c'est aussi le message que je voudrais porter, on a besoin des VC, des fonds corporate, on a besoin de ces grands groupes parce que ça rassure l'écosystème. Et les quelques moments où on a réussi à avoir une percée au niveau, que ce soit au niveau investisseur ou au niveau bancaire, c'est quand on a eu un réel soutien de la part de ces grands groupes, en plus du ministère des Armées, qui malgré tout a toujours eu une oreille plutôt bienveillante. Nous, on a été accéléré chez Generate. Et c'est vrai que grâce à François, aux efforts du J4 et à l'écoute qu'on a eue au niveau du cabinet, les lignes ont bougé. Mais c'est important que les structures d'investissement des grands groupes, qui ne sont pas forcément les 8 grands groupes de défense, se mobilisent également et que la remontée d'informations se fasse au niveau des cadres de nos groupes industriels français. Merci Karine. Donc Nicolas Voiriot, Jacques Dubois, on est une PME qui n'a pas une croissance de 300% par an malheureusement, mais je m'y attache et je voudrais bien que ça arrive. Donc on bosse là-dessus. Alors, je suis désolé, j'ai pas vu. Donc Jacques Dubois, c'est une 40aine de personnes. On a la particularité d'être en rang 1 avec tous les donneurs d'ordre de la défense et de l'aéronautique. Donc nos clients s'appellent MBDA, Dassault, Thales, Airbus, Safran, Naval Group et j'en passe. Donc comment ça fonctionne une PME? Une PME, ça fonctionne en finançant de la R&D, en vendant des produits, en les fabriquant, c'est ce qu'on fait. Et une des particularités des PME en France, c'est que chaque mois,
on doit payer nos salariés, par exemple. Et la manière de le faire, c'est en général via nos banques, puisque nous avons ce qu'on appelle des comptes bancaires, comme tout le monde. Quand chaque année, on se voit avec les banques, et c'est le cas pour beaucoup de PME, et qu'on doit réexpliquer ce qu'on fait, il est toujours plus facile de dire « nous sommes dans l'aéronautique » plutôt que de dire « nous sommes dans la défense ». Ce langage passe mieux pour les comités d'engagement, pour tous les financements. Quand on donne nos bilans, alors en ce moment, on se marre bien parce qu'évidemment, il y a une crise, et nos bilans sont magnifiques. Notre compte de résultats, c'est une catastrophe. Notre trésorerie, on est au fond du trou. Et en plus, en haut de bilan, on a une PME en France, c'est pas génial. Donc, on attire vraiment le chaland quand on l'appelle, quand on vient lui parler et qu'on lui demande de nous financer. C'était bien de le rappeler, et c'est triste de dire qu'aujourd'hui, en France, les Français soutiennent leur armée. Les Français soutiennent l'action de leur armée, de ce qu'ils font, des engagements qu'ils prennent. Quand on arrive à un niveau industriel, en général, ce sentiment d'amour se perd un peu. Et notamment quand on discute avec nos banquiers, jusqu'à une époque récente, le mot défense ne pesait pas beaucoup. Il y a les critères ESG dont on parle. Donc on commence à dire que finalement, les gens de la défense, peut-être que c'est des méchants, peut-être que c'est des pas gentils, peut-être que c'est des gens pas nobles, peut-être que c'est les gens qui ne contribuent pas à faire de notre société une société meilleure. Si c'était le cas, je ne pourrais pas recruter. Moi, j'ai besoin de recruter. J'ai un certain nombre de personnes que je dois faire venir en entreprise. C'est le seul moyen de la faire grandir et d'innover. Si je n'ai pas un minimum d'éthique dans ce que je fais, personne ne viendra travailler pour moi, et c'est le cas pour les entreprises. On a également le sujet de la taxonomie qui est discuté à Bruxelles, qui consistera à dire qu'éventuellement, à partir du moment où vous avez un pourcentage défense, on ne vous finance pas. Donc dire aujourd'hui que malheureusement, l'Ukraine rappelle à tout le monde que la souveraineté est un enjeu essentiel, que c'est un enjeu dont on a besoin tous, que c'est le seul facteur de paix et de croissance dans des économies ou dans un monde qu'on voudrait meilleur, et c'est quand même dommage, je suis d'en arriver là pour que ce sentiment, parce que je dis bien sentiment, se change un petit peu. Moi, mon innovation, c'est que de l'autofinancement quasiment. Parce que j'ai des produits qui sont transversaux. J'ai dit je faisais du blindage électromagnétique, comme tu l'as dit. Donc, je touche à tout ce qui est interférence liée aux ondes, etc. etc. Donc, je n'ai pas un pointeur particulier qui pourrait dire je vais aller chercher dans une poche particulière aujourd'hui pour aller financer ma R&D. Comme je vous le disais, il y a des salaires à payer. Les gens qui sont bons, en général, il faut bien les payer. Donc, ça veut dire que tout ça, ça doit être financé. Et si les banques, si vous voulez, ont la frilosité à financer les PME parce qu'elles ont une activité particulière comme celle dans laquelle on est aujourd'hui, c'est quand même très inquiétant. Il existe des sources de financement. L'AID en fournit, la TGA en fournit. Il y a un certain nombre d'endroits dans lesquels on peut aller pour s'aider et pour essayer de progresser. Il existe quelque chose qui s'appelle le crédit impôt-recherche. Mais comme vous savez tous, il n'y a pas une banque qui le finance. Donc, ce n'est absolument pas sécurisé. Donc, nous, en tant que PME, quand on fait de la recherche et qu'on ne finance pas le crédit impôt-recherche, quand on est très téméraire, on prend un risque sur 4 ans. Donc, il faut bien que tout ça soit financé. Le partenaire habituel pour ça, c'est les banques. Donc, on a vraiment besoin d'elles. Et comme tu l'expliquais très bien, que ce soit les PME et visiblement maintenant les startups, l'interlocuteur qu'on a, nous, on est en Normandie, parce que les usines sont en général à l'extérieur des grandes villes. Nos interlocuteurs sont des gens qui ont des gens dans l'immobilier, qui ont des gens dans l'agroalimentaire, qui ont, etc., etc. Et qui la spécificité de notre métier n'est absolument pas comprise. Elle est effectivement très rapidement perçue comme étant une activité dans laquelle finalement, ce n'est pas très arrangeant d'avoir à s'occuper de ce genre de dossier. Il n'existe pas des gens qui sont capables de comprendre, et je l'ai appris très récemment, par exemple, en France, on n'a pas le droit de fabriquer sur stock. On n'a pas le droit de fabriquer un Rafale d'avance. Il faut avoir une commande à côté. Donc, nos clients doivent nous passer des commandes sur des choses qu'ils ont vendues. Et c'est très particulier. La France est un des rares pays, visiblement, à être comme ça. Donc, ça veut dire qu'on est en permanence dans un environnement contraint. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut à l'export. Il faut qu'on soit très prudent. Donc, tous les sujets de compliance, on est obligé de les regarder. Nos clients sont très regardants également sur à qui on vend, comment on vend, quelles règles on respecte. Donc, si vous voulez, je dirais, ce qui est triste, c'est qu'on est presque des modèles entre guillemets, de respect de règles, parce qu'on n'en a pas une, deux ou trois, on en a 20. Quand on nous finance, on est
très regardants sur ce qu'on va financer, et c'est légitime. Quand l'AID investit 1 euro dans nos entreprises, c'est pour que derrière, ou la DGA le fasse, c'est pour qu'il y ait un produit qui soit fabriqué. Donc, il y a une logique à tout ça. Et il y a une logique d'avancer, parce qu'il n'existe pas de secteur d'activité aujourd'hui, la défense en est un, dans lequel il faille constamment innover. C'est une obligation que nous avons de faire. Et c'est, je dirais, c'est très rassurant de voir aujourd'hui les gens qui disent, justement, il faut, et il manquait ces petits, entre guillemets, ces gens qui sont vraiment innovants, qui vont pousser le système, mais il faut qu'on assure le financement, autant de gens qui sont en démarrage que les gens qui sont existants. Et je ne vais pas aller voir mes clients pour leur demander de l'argent. Je le fais tout le temps à chaque fois que je leur envoie une facture. Mais je ne vais pas en redemander de nouveau pour aller financer des besoins qui sont des choses qu'ils auront dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Merci beaucoup. Alors donc, c'est à moi. Qu'ajouter à ce tableau? Je voudrais quand même donner une note d'optimisme. Parce qu'effectivement, autant les sociétés, les startups comme les PME rencontrent des difficultés qu'on a décrites, autant paradoxalement, la défense, l'armée est une institution extrêmement bien vue de la part du public, du grand public. Et donc, cette espèce de paradoxe entre la peur, parce qu'au fond, tout ça vient d'un problème d'image. On a peur de financer des startups ou des PME qui travaillent dans la défense parce qu'il y a des questions d'image. Voilà. Et donc, cette image négative est tout à fait paradoxale et en contradiction avec l'opinion publique, ce qui est tout à fait étonnant dans ce pays. Et il faut remarquer d'ailleurs que si on regarde à l'extérieur, il y a d'autres pays qui sont très avancés technologiquement et qui n'ont pas du tout ces problèmes-là. Je veux dire, si on prend les États-Unis ou Israël, je veux dire, il n'y a aucun problème métaphysique. Je veux dire, on passe une technologie du secteur civil au secteur militaire et inversement du secteur militaire vers le secteur civil sans se poser aucune question, y compris d'ailleurs dans les universités. C'est-à-dire que même les étudiants, les jeunes, etc., n'ont aucun problème à se dire, eh bien, effectivement, la défense peut être une source d'innovation, d'emploi, de développement pour le pays, et inversement, le développement économique dans le civil peut être une source de développement de notre défense, de notre autonomie, de notre stratégie, etc. Ça, c'est la première remarque que je voudrais faire. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas que l'Ukraine qui aujourd'hui constitue bon, c'est spectaculaire, ça constitue une crise, mais si on regarde l'état géopolitique de notre planète, on est aujourd'hui dans un monde extrêmement mouvant, extrêmement instable, et aujourd'hui, tous les pays développés, même ceux qui sont moins développés, pensent aujourd'hui, loin de la mondialisation galopante, je dirais, à assurer la souveraineté, l'autonomie, la maîtrise des secteurs les plus stratégiques pour notre développement. Et je parle des secteurs stratégiques, ce n'est pas seulement des secteurs technologiques. On parle aujourd'hui, alors vous avez certainement remarqué que les titres de 2 ministères du nouveau gouvernement portent le mot souveraineté, y compris Bercy, hein, donc le ministère de l'économie et souveraineté numérique, et voilà. Et si mes souvenirs sont bons, au ministère également de l'agriculture, qui assure la souveraineté alimentaire. On parle bien de souveraineté alimentaire. Donc, c'est quelque chose qui vient peu à peu mûrir aujourd'hui dans le monde que nous vivons. Je crois que je devais parler 5 minutes sur les mécanismes de financement, d'une façon générale. Bon, j'étais président de France Angels, donc la Fédération nationale des business angels,
pendant près de 3 ans, j'ai beaucoup investi et je me suis beaucoup investi dans les structures de financement des business angels. Je répondrai à des questions, ce n'est pas tout à fait le sujet de l'exposé, mais je répondrai à des questions sur France Angel si vous le souhaitez. En tout cas, il faut savoir que dans la chaîne de financement, dans la vie d'une entreprise, depuis l'idée du projet ou les recherches dans les laboratoires jusqu'à finalement la mise sur le marché à l'exportation de produits finis, il y a toute une chaîne de financement avec à chaque fois des acteurs différents. Alors en France, on est quand même assez bien, il faut le dire, on est assez bien loti en matière de création d'entreprises. C'est-à-dire qu'on a tout un tas de mécanismes, de dispositifs qui permettent aux entrepreneurs, alors il y a des prêts d'honneur, il y a des facilités il y a le CIR, on en a parlé, il y a le dispositif JEI qui est extrêmement intéressant, le dispositif JEI. Le CIR est quand même quelque chose, effectivement, il faut savoir le manipuler, mais c'est quelque chose quand même de très, très important. Voilà. Et puis, il y a toute une série d'associations, de réseaux, d'une façon générale. Et j'étais la semaine dernière à un congrès qui était organisé par BPI Création, qui gère un ensemble de réseaux comme le réseau Entreprendre, France Angels et bien d'autres, qui sont là justement pour soutenir les entrepreneurs qui veulent lancer leurs startups, leurs entreprises. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui existent. Bon, alors ensuite, si on prend la suite de la chaîne de financement, derrière, il y a les business angels. Alors, les business angels, c'est quoi? C'est qui? Ce sont des investisseurs individuels qui ont la capacité, je dirais, la volonté d'investir leur propre patrimoine ou une partie de leur propre patrimoine dans les fonds propres des entreprises. Donc, des entreprises au démarrage, bien entendu. Donc, ils investissent leur propre argent directement, sans intermédiaire, dans les fonds propres d'entreprises en démarrage, c'est-à-dire des investissements ultra risqués. Cette attitude de particuliers qui mettent leur argent dans les fonds propres des boîtes de leur pays, je trouve ça une attitude particulièrement citoyenne et remarquable, parfaitement et royalement ignorée de Bercy d'ailleurs. Parce que le nombre de fois que j'ai pu aller à Bercy pour leur dire, écoutez, franchement, c'est pas une niche fiscale qu'on demande, c'est quand même extraordinaire, des gens qui mettent leur argent en prenant des risques dans les boîtes de notre pays. Voilà. Au lieu d'aller mettre l'argent dans des produits purement spéculatifs proposés. Alors là, par les banques, ça ils sont bien proposés. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Si bien qu'on se retrouve comme en 2008 avec des placements hyper risqués et dont on ne sait pas trop quoi faire et toxiques, appelés toxiques. Bon. Bref, les business angels, ils financent en gros de 50K jusqu'à 500, 600K en co-investissement également avec des fonds d'amorçage ou des fonds d'investissement régionaux, publics-privés. On monte jusqu'à des besoins de financement jusqu'à 1 million à peu près. Voilà. Ensuite, il y a les fonds d'amorçage en tant que tels, gérés par des sociétés de gestion qui mettent des tickets en amorçage entre 1 million, 1,5 million et 3, 4 millions. Voilà, ça c'est grosso modo. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le capital développement qui rassemble des professionnels, donc des sociétés de gestion qui mettent alors des tickets beaucoup plus importants, jusqu'à 30, 50 millions, parfois 100 millions, etc. Bon, avec, alors, pas toujours en fonds propres. Ça peut être aussi des quasi-fonds propres, ça peut être des obligations, ça peut être différents mécanismes financiers qui permettent de financer les boîtes, je dirais, beaucoup plus matures. Voilà. Donc, en gros, il est assez curieux de voir que la chaîne de financement avec ces différents acteurs suit finalement l'évolution des sociétés dans leur développement. Voilà.
Ça, c'est le PowerPoint qu'on publie dans les présentations classiques. La vérité et la réalité est un petit peu différent. On l'a vu à l'instant, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. En plus, parfois, il y a des boîtes, et c'est vrai dans le secteur de la défense, qui ne rentrent pas dans ce schéma. Par exemple, des sociétés qu'on appelle qui ont des technologies deep tech, qui sont vraiment des technologies de rupture, qui sortent des laboratoires, qui ont besoin de financement à long terme, au moins sur 2 ou 3 ans, sur des tickets de 2-3 millions et qui font zéro de chiffre d'affaires. Donc, pour les investisseurs, c'est quand même quelque chose d'un petit peu difficile. Parce que d'une part, le risque est grand et d'autre part, le volume de levée est grand aussi. Donc, on multiplie 2 fois, je dirais, le risque. Et c'est vrai dans le cadre de la défense, et c'est la raison pour laquelle nous sommes aperçus, François l'a dit tout à l'heure, qu'il y avait un énorme trou dans la raquette. C'est-à-dire que les boîtes qui se créent ne savaient pas trouver leur financement, ni auprès des banques qui commencent par regarder la hauteur des fonds propres, sans compter l'image, la taxonomie et le reste, mais d'abord qui regardent la hauteur des fonds propres avant d'octroyer un crédit, dans le meilleur des cas. Bon. Donc, il faut commencer par les fonds propres. Donc, il faut trouver des investisseurs. Et les investisseurs, c'est dur à trouver dans ces conditions. Donc, moi, quand j'étais à la présidente de France Angel, ma politique a toujours été de développer des réseaux de business angel thématiques, ce qu'on appelle. Donc, il y en a eu pas mal qui ont été créés, Mère Angel, Cosmétique Angel, enfin, sectoriels, thématiques. Et quand je me suis connecté, par malheur, au webinar qui avait été lancé par François, et en plus sur les rapports de l'école de guerre et par le rapport de la commission défense de l'Assemblée nationale, qui citait explicitement il faudrait faire un réseau de business angel à l'instar de Mère Angel. Donc, Moussa en a fait qu'un tour. Et j'ai dit à François, il faut absolument qu'on se voit dans la demi-heure qui suit, parce que ce n'est pas possible. On va créer Défense Angels. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait là créé quelque chose qui manquait, puisque je rappelle quand même que depuis la session inaugurale qu'on a, donc on l'a annoncé en octobre, on a fait la session inaugurale en mi-février, et on a eu en 4-5 semaines, même pas, on a eu 70 boîtes qui ont déposé leur dossier sur notre plateforme. Bon, aujourd'hui, on doit être dans 80 à peu près. Voilà. On a aujourd'hui 7 dossiers qui sont en cours d'instruction. On va avoir une prochaine session de pitch le 2 juin. Je le dis à tout hasard, si vous êtes disponible. Le 2 juin à 16h, venez voir comment ça se passe. Et on espère bien pouvoir boucler un premier investissement en co-investissement avec des fonds d'amorçage et d'autres réseaux de business angel. Voilà, si vous avez des questions à poser, on vous présentera peut-être un peu plus en détail, je crois que c'est prévu après, Défense Angels avec François. Si tu permets juste 2 minutes, ça a été abordé sur la problématique compliance versus risque à l'image. Quand on travaille sur ce sujet, qu'on on se frotte un peu aux banques sur ce sujet de frilosité bancaire, on nous a souvent, pour pas dire toujours, opposé la compliance. Et ça a été bien abordé juste avant. Il n'y a pas plus compliance qu'une boîte de défense. C'est-à-dire que déjà, les contraintes de compliance qu'on nous oppose sont au-dessus de ce qu'on nous demande dans n'importe quel autre secteur. Et donc, c'est un combat qu'on a mené, / une pédagogie à faire auprès du secteur bancaire pour leur expliquer que arrêtez de nous opposer de la compliance parce que c'est déjà intrinsèque. On est compliance by design dans tout ce qu'on fait dans notre secteur. Et on s'est confronté à un mur, encore un peu maintenant, parce que, et ça c'est un constat aussi avec le recul que j'ai, c'est qu'en fait, ce n'est pas un problème de compliance. C'est un prétexte. C'est un sujet de risque à l'image. Et moi, à chaque fois que je voyais des banques pour leur dire, mais donnez-nous concrètement, c'est quoi le sujet là sur la compliance ? Dites-nous la ligne qu'on ne remplit pas. Et jamais ils nous disaient à l'oral,
Mettez-le par écrit. Non, vous comprenez, c'est compliqué de le mettre par écrit. Oh oui, ok, d'accord, on a compris. Et quand on disait, mais expliquez-nous pourquoi c'est un sujet compliance, pourquoi aujourd'hui l'écosystème au hasard anglo-saxon a les mêmes problématiques de compliance et ils n'ont pas de problème à se financer. Pourquoi aujourd'hui des industriels de la défense français, dans des contrats soutenus par l'État français avec des financements européens, et c'est vrai ce que je vais vous dire, sont obligés de passer par des banques étrangères pour financer des opérations de vente de matériel français à des pays partenaires de la France. Et c'est des banques étrangères qui sont des pays du Golfe, marocaines, voire allemandes, qui sont installées sur la place parisienne, donc AMF, ACPR, donc soumis exactement aux mêmes règles de compliance que les banques françaises, et pourtant, c'est elles qui financent sans aucun problème particulier des opérations de financement d'industrie de défense. Donc, c'est la preuve que ce n'est pas un sujet de compliance, c'est un sujet d'image. Et en plus, je suis un peu joueur quand je discute avec certaines banques. Je leur dis, OK, il n'y a pas de problème de compliance, vous savez, on va taper dans Google les dernières entreprises qui se sont fait rattraper par la patrouille sur les sujets de corruption, blanchiment d'argent. Au hasard, je pense qu'il y aura plus de banques qui seront citées que d'industrie de défense. Mais on peut jouer, il n'y a pas de problème. Et on n'a jamais eu de trace écrite de tout ça, sauf, là, moi je vais l'encadrer, ce mail. On a reçu un mail il y a 3 semaines de quelqu'un qui est au COMEX d'une grande banque française, que je ne citerai pas, qui nous a mis par écrit j'adorerais vous soutenir dans votre projet de défense Angels à titre personnel, mais ma direction compliance me l'a interdit pour des raisons d'image. Point. Et ce mail, je vous dis, on va l'encadrer. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un va me dire oui, non, mais compliance, je fais attends, on regarde ce mail et on discute. Donc, tout ça pour dire que c'est un sujet qui est pas, qui certes a des composantes légales, réglementaires, et c'est normal et c'est indispensable pour pas qu'il y ait de dérive. Mais c'est d'abord tout à chacun, nous, de travailler sur cette image. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de taper sur le banc pour plaisir, même si ça fait parfois plaisir de taper sur ce banquier, mais c'est la logique de montrer qu'il y a une vraie pédagogie à faire auprès de ces gens-là. Et il y a encore récemment, c'est sorti dans la presse, suite aux discussions, au lobbying qu'il y a pu avoir, c'est que la Fédération bancaire française a concédé le fait qu'elle nomme au sein des organismes bancaires français des référents défense qui était une demande qui avait été faite dans les notes du J4, qui avait été faite par l'école de guerre, qui avait été faite dans le rapport parlementaire. Et donc, on voit que ça avance, que ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais que les mentalités sont en train de changer pour montrer que la défense, ben non, c'est pas bien. C'est indispensable, c'est nécessaire à la souveraineté de notre pays et qu'on peut respecter toutes les règles et travailler en bonne intelligence pour faire avancer notre écosystème. Et encore une fois, c'est au bénéfice de nos armées et c'est au bénéfice de la défense des intérêts de notre pays. Vous me permettez de rajouter quelque chose. François a parfaitement résumé la situation. Je pense qu'il faut aussi que ça bouge du côté des fonds d'investissement, des family office, qui souvent, moi je l'ai entendu un certain nombre de fois sur notre dossier, nous disent bon alors en fait, est-ce que je peux vous mettre dans la catégorie cyber ou IA ou deep tech ou dans quelle catégorie j'arrive à vous rentrer pour que vous ne soyez pas vraiment défense, sauf que dans la réalité, j'ai vraiment envie de financer la défense. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi au niveau du système financier dans son ensemble une prise de conscience à avoir, parce que si des fonds d'investissement aujourd'hui disent oui, nous, dans nos thèses d'investissement, on a une partie défense et que c'est réellement dans les thèses d'investissement et qu'on ne masque pas derrière de l'IA, de la cyber ou autre et uniquement ces thématiques-là, quelques sujets défense, ça fera également bouger nos banques parce qu'à partir du moment où le monde de la finance, dans son ensemble, ne reconnaît pas forcément cet environnement comme étant attractif, par définition, les banques vont rester encore plus frileuses. Et je pense vraiment qu'il y a un effort à faire au niveau des VC, de la place parisienne et au niveau des family office qui doivent pouvoir assumer une politique d'investissement dans des secteurs de la défense qui aujourd'hui, comme le disait François, sont bien plus propres que d'autres environnements qu'on peut connaître. Voilà. Bien. Merci beaucoup à tous les quatre pour ces propos extrêmement riches et très, très complémentaires, comme vous l'avez compris, avec un constat qui est quand même assez clairement posé et assez partagé, avec quelques ébauches de solutions se tourner vers la suite. L'objectif maintenant, c'est de pouvoir en parler avec vous, de faire réagir la salle sur les questions que vous pourriez avoir. Je sais qu'il y a plusieurs questions qui ont été posées en ligne également. J'ai déjà 2 mains qui se lèvent. Je vais peut-être laisser la première question à Vincent pour la partie Internet.
Merci Philippe. Donc, je suis le lieutenant-colonel Vincent Dilly, président des alumni de l'école de guerre. On a évoqué, donc merci pour ces propos très éclairants. On a évoqué différents mécanismes, on a évoqué le financement de la vie d'une entreprise. J'ai une petite question qui est peut-être partagée par d'autres et qui semble peut-être naïve. Quelle est la différence entre Defense Angels et l'AID? À quel moment l'un va intervenir ou l'autre? Et est-ce que dans ce mécanisme Defense Angels vers l'AID, il existe encore un trou dans notre raquette? Alors, voyez ça un peu comme une fusée. Defense Angels, aujourd'hui, est le premier étage de la fusée. En gros, l'AID, aujourd'hui, va financer de la subvention de la R&D sur un dispositif qui s'appelle les problématiques rapides. Voilà, je pense que certains connaissent. Ça porte plutôt bien son nom. L'idée, c'est de financer jusqu'à 1,2 million ou 1,3 million de financement de R&D. Là où Defense Angels arrive, c'est que c'est des fonds privés, des investisseurs privés qui remplissent le premier trou dans la raquette, qui est le 0,500 000. Une fois que vous avez passé cette étape-là, ensuite, vous pouvez en effet passer soit au même étage ou soit juste après avec l'AID, puis des fonds qui sont complémentaires, qui sont gérés par la BPI et l'AID. Donc, il y a Definvest et Fonds Innovation Défense qui financent entre pour certains 1 million, 3 millions et d'autres 5 millions, 8 millions. Donc, en gros, Défense Angel peut financer du pré-amorçage et de l'amorçage. Et avec l'AID et les fonds qui sont liés, vous pouvez financer de l'amorçage et de la grosse série A. Là, et tu me tends une perche, c'est qu'aujourd'hui en France, on a un problème, c'est qu'on est incapable de financer de la série B. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez faire des grosses, des deuxième ou troisième tours de financement, quand vous cherchez du 50 millions, 100 millions d'euros, vous êtes obligé de trouver des fonds étrangers pour terminer votre tour de table. Et j'ai encore eu le cas la semaine dernière avec une boîte ultra stratégique financée par l'État français, par BPI, par le ministère des Armées, qui va faire une série B dans pas trop longtemps. Il n'y a que des fonds américains qui peuvent remplir son tour de financement. Donc, encore une fois, on recule l'échéance. C'est très bien, c'est une très bonne chose et on arrive à faire plein de choses, sauf que on n'arrive pas encore une fois à passer l'étape d'après. Et là où ces boîtes vont être en hyper croissance et vont commencer à avoir une dimension internationale, elles vont devoir sacrifier une partie de leur capital. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de dire bien, pas bien. Si c'est 5% de capital étranger, en soi, c'est pas très grave. Après, c'est voir les proportions. Mais aujourd'hui, en France, il manque des gros fonds structurants qui permettent d'arriver à des troisièmes tours et permettent de financer en gardant toute cette logique de souveraineté. Encore une fois, quand c'est dans certaines boîtes B2C, j'ai envie de dire, c'est pas très très grave. Mais la question se pose actuellement sur 2-3 grosses startups qui ont été financées il y a 2-3 ans par le monde de la défense. Aujourd'hui, elles continuent leur logique de croissance. Elles vont chercher des grosses séries B. Et je crains, et c'est même plus qu'une crainte, je peux vous le dire, ça va être dans le secret des dieux, qu'elles ne pourront pas financer, terminer leur tour de table sans avoir des capitaux anglo-saxons chez eux. Dommage. Oui, je voudrais compléter la réponse à votre question. En fait, d'abord, on a une convention qu'on a signée, un partenariat entre l'AID et Défense Angels. L'AID finance plutôt, effectivement, via des subventions, la recherche et développement. Le financement privé, le financement des business angels concerne plutôt la mise sur le marché, le recrutement, le marketing, les aspects commerciaux et l'industrialisation, je dirais, des produits. Donc, ce sont des financements qui sont extrêmement complémentaires. Et là, je pense qu'on a avec l'AID une interaction qui est vraiment au bénéfice des boîtes, puisque là, on peut répondre aux deux problèmes. D'ailleurs, l'échelle de temps de financement de la R&D n'est pas l'échelle de temps du financement commercial ou marketing. D'accord? Donc, chacun, c'est non seulement des problèmes de volume, mais c'est des problèmes aussi qualitatifs. Ce n'est pas le même financement, on ne parle pas de la même chose, ce n'est pas de même nature.
Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que pour répondre à ce que tu disais, Karine, eh bien, nous nous sommes aperçus avec toutes ces sociétés qui ont déposé leur dossier sur notre plateforme que finalement, les besoins de financement excédaient de loin les capacités de financement d'un réseau de business angels. Il fallait donc, entre les fonds de type FID ou des fonds privés futurs, parce que je reste quand même optimiste sur le fait qu'il y aura des fonds français qui vont être capables de financer de la série B, voire de la série C. En tout cas, entre ces gros fonds et un réseau de business angels, il y a également un trou dans la raquette aujourd'hui sur les séries A, série B, voilà, ou pré-série B. Et je suis très heureux de dire que nous avons aujourd'hui des discussions extrêmement avancées avec une société de gestion que je ne peux pas encore nommer, mais le nom me brûle les lèvres. Et nous allons lancer en exclusivité et ensemble un fonds d'amorçage de souveraineté technologique. Donc, nous allons pouvoir maintenant adosser le club de business angel qui a toute son utilité et toute sa stratégie, je dirais. Nous allons pouvoir l'adosser à un fonds d'amorçage. Et quand on dit d'amorçage, c'est des tickets qui montent jusqu'à au moins 5 millions. Okay, donc, c'est quand même, on va encore, déjà, on avait combler un trou dans la raquette, là, on va combler un gouffre dans la raquette. Voilà, et j'espère bien qu'ensuite, ce mouvement-là va entraîner une modification de la politique des banques en matière de financement de bas de bilan, okay, et que ça va entraîner également des investisseurs à venir travailler avec nous et à peut-être constituer des fonds encore de plus haut niveau. Oui, bonjour, François Martin, le président du club HEC Géostratégie. Je suis un peu étonné parce que vous dites, enfin en tout cas ce que vous avez dit au début, puisque vous avez un peu nuancé après, en ce qui concerne la difficulté de financement de ce métier. Parce que bon, moi, j'ai fait mon premier début de carrière dans le trade de matières premières. C'est clair que si vous allez dans les banques généralistes, vous ne pouvez pas financer le trade. Ceci dit, parce que c'est très technique, vous avez des appels de marge, vous avez, etc. Par contre, vous avez dans un certain nombre de banques, et on le sait très bien quand on fait ce métier, un certain nombre de services spécialisés là-dedans. Donc, ma question, c'est, en fait, est-ce que ce que vous êtes en train de nous dire, je suis étonné qu'il n'y ait pas au moins dans un certain nombre de banques des départements qui soient véritablement spécialisés, parce que les gens qui font ce métier, en particulier les gros, ils se financent bien quelque part avec des gens qui connaissent leur métier. Donc, est-ce que vous êtes en train de nous dire que vraiment il y a un manque, ou vous êtes en train de nous dire que naturellement, comme c'est un métier technique, dans la banque généraliste, il n'y a pas de place, mais qu'il y a des interlocuteurs dans un certain nombre de banques spécialisées ou de services spécialisés des banques, et que vous n'y avez peut-être pas accès parce que vous financez plutôt des petites boîtes ou des moyennes boîtes, et ces gens travaillent sur les gros. Donc, est-ce que vous pouvez préciser un peu ce paysage? Je suis étonné, et par ailleurs, si c'est les banques généralistes, je ne suis pas étonné du tout. Avant de passer le micro à Nicolas, nous, quand on a fait nos travaux et nos recherches là-dessus, je vous confirme, dans aucune des grosses banques françaises, il y a des gens spécialisés défense. Il y en a juste un dans une banque qui avait ce titre-là, et il y a 6 mois, il continue de le faire, il a le droit de le faire, mais on lui a retiré le mot défense de sa carte de visite. Je peux pas parler à leur place, mais elles font, parce que quand vous discutez avec des contrats en milliards, on vous écoute un peu plus que quand vous faites des contrats en quelques millions d'euros. Ce qui n'empêche pas que j'ai rencontré, moi, des directeurs financiers de grosses boîtes qui vendent des avions, des bateaux et des véhicules. Ils m'ont confirmé en off qu'ils se font chatouiller maintenant sur des sujets où ça ne discutait pas il y a quelques années. Je
Je vais apporter une réponse d'industriel, parce que c'est mon métier. J'ai deux choses. On parle beaucoup, et pas forcément très gentiment, des banques. Je suis sûr qu'à HEC, il y a des gens qui sont dans les banques, donc on va leur dire un petit mot sympa. Dans les PME, la banque, c'est un partenaire. Ce n'est pas un fournisseur, ce n'est pas un client, c'est un vrai partenaire. C'est un lien assez quotidien. On est en permanence en contact avec eux parce que c'est ce qui fait tourner le business. Voilà, donc c'est des gens avec qui on a des relations un petit peu spéciales, donc on se confie plus, entre guillemets. Voilà, c'est plus des gens à qui on va rentrer plus dans le détail de ce qu'on fait, comment on s'y prend, notre stratégie, etc. Donc ce dialogue est absolument nécessaire. Maintenant, je me mets à la place d'un banquier dont la responsabilité est en région, parce que c'est là où les usines sont, qui a dans son portefeuille un grand nombre d'entreprises qui ont leurs propres particularités, leurs propres complexités. Je crois que personne ici est en train de dire que la défense est plus difficile ou plus complexe que le métier de l'agro. Je pense que mais quelqu'un qui doit financer un hôpital, des gens dans l'agro, des gens dans la défense, des gens dans l'automobile, etc., ils ont besoin d'avoir cette espèce de vue à 360 degrés de tous les métiers possibles. Et je pense qu'effectivement, ce n'est pas facile de connaître les particularités de chacun de ces métiers. Alors, on peut connaître les particularités de chacune des boîtes qu'on suit, mais pas forcément du secteur. Donc, il y a de toute façon, peut-être, besoin, et ça on le dit, que les banques finalement forment leurs interlocuteurs en région et à Paris également sur les domaines d'activité pour lesquels ils ont la responsabilité, notamment celui de la défense. Parce qu'effectivement, comme tu l'as rappelé, on a des petits sujets de compliance, on ne peut pas vendre à n'importe qui. Il y a des pays dans lesquels on n'a pas le droit d'aller. Et quand on leur dit, par exemple, je peux vous citer des cas où il y a eu des autorisations qui ont été données par le gouvernement pour vendre un produit, et la banque n'était pas assez à l'aise sur le pays, elle a retiré la caution bancaire. Donc, quand on retire une caution bancaire sur un contrat, c'est très simple, ça ne se fait pas. Après, un peu dommage, c'est que du coup, c'est les Américains qui font. Bon, c'est un peu énervant quand même, ça aussi. Mais il faut bien comprendre, la relation, elle est proche et elle doit être proche. Il n'y a pas d'autre façon de fonctionner. Moi, quand je veux dire, on parlait de financement, l'AID fonctionne, finance un certain nombre de projets, mais finance une partie du projet. Et moi, je dois apporter le reste. Je dois apporter les ressources et je dois apporter les financements. Ce n'est pas des financements à 100%. Ce n'est pas de l'argent qui tombe du ciel et on se sert. C'est des financements dans lesquels on doit démontrer qu'on a la capacité de faire, apporter les ressources nécessaires et apporter tous les compléments, parce qu'en général, c'est vraiment au-delà de 50%. Donc moi, j'ai des Astrid, j'ai des Rapid, j'ai un certain nombre de projets aujourd'hui qui sont financés par la DGA, qui sont financés par l'AID, et c'est génial parce qu'on passe un peu moins de temps à expliquer ce qu'on doit faire dans le projet. La bonne nouvelle, c'est que travailler avec l'AID, c'est aussi plus facilement pouvoir expliquer quelle est la finalité de ce qu'on veut faire. C'est aussi protéger un petit peu la durée de vie du projet, parce qu'on sait qu'ils ne nous lâcheront pas et qu'ils continueront. Mais normalement, on devrait pouvoir soigner n'importe où. Moi, je suis une PME, je ne vais pas sur les marchés me servir. Je ne fais que du banquier. Je n'ai pas le choix. Toujours la même. Bonjour, Denis Fontpérine, je suis le fondateur de Mindblue et je vais bientôt me présenter à vous le 15 septembre. Je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. En fait, donc moi, on a notre société, en fait, on travaille sur des acteurs prédictifs, sur des systèmes dynamiques, donc ce sont des projets à long terme. Et je trouve très intéressant cet échange. Pour moi, c'est un peu une psychothérapie de groupe et je vous remercie beaucoup. Voilà. Donc, ça me fait beaucoup de bien de vous entendre. Donc, nous, en fait, on a une particularité. Je voudrais rebondir. Il y a énormément de sujets sur lesquels je voudrais intervenir, mais je vais essayer de faire court. Notre particularité, c'est qu'on a été extrêmement aidé au début, effectivement, par la BPI. Voilà, on a même par l'armée française, on a été aidé par des psychiatres, puisqu'on travaille sur des marqueurs prédictifs dans le trouble post-traumatique et la santé mentale, avec une optique de pouvoir complètement changer la manière globalement dont les choses se passent aujourd'hui dans ce domaine-là. Ensuite, après cette aide de départ,
aujourd'hui, l'image, et comme vous le disiez tout à l'heure, par chance, malheureusement, il a fallu le conflit ukrainien pour qu'on se rende compte à quel point il y a une dimension structurante dans toutes les innovations duales. Donc, je vais faire court, mais mon point de vue, moi, aujourd'hui, en ayant vécu ce qu'on a vécu depuis 7 ans, et en étant à la fois français avec un pied aux États-Unis, et je vais faire une petite parenthèse là-dessus, parce que souvent, quand on rencontre des fonds où, bon, aujourd'hui, les choses se passent mieux pour nous, encore une fois, à l'aune des récents événements. Mais quand on nous dit « mais pourquoi tu ne vas pas aux États-Unis » Alors, j'adore les États-Unis, j'y ai vécu, je suis très bien là-bas. Mais pourquoi est-ce que j'accepterais d'aller d'un côté ou de l'autre? J'ai un projet qui peut avoir un impact global. Pourquoi est-ce que je devrais choisir? Donc, ça, c'est quelque chose qui ne me convient pas. Donc, juste, je voudrais faire une proposition, parce que là, on fait un peu le... Voilà. Je pense que fondamentalement, il y a un sujet qui est clé aujourd'hui, c'est qu'il faut renforcer l'innovation duale. Moi, ce que j'ai rencontré chez les Américains, parce qu'on travaille avec eux, on va même gérer leurs données. Donc, c'est pour vous dire. Donc, voilà. Ce que j'ai rencontré chez eux, c'est de l'argent, mais pas seulement, parce qu'ils ne financent pas tout, effectivement non plus, mais c'est de l'expertise. C'est-à-dire qu'ils ont cette qualité de venir vous chercher quand vous êtes encore tout petit, et donc pas repérable dans l'écosystème européen et français, et vous faire grandir en vous accompagnant, en vous apportant, par exemple, comme je vous parle d'Eric, le chef évaluateur du projet DARPA, typiquement pour discuter de comment on va utiliser ton outil dans le diagnostic, comment on va rendre explicable ton système d'AI, etc., etc. Et donc, on a à la fois besoin, effectivement, de renforcer les systèmes de financement du haut. Pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas aux banques ou à nos grands groupes d'avoir une organisation pour financer ces projets-là? Et d'autre part aussi, augmenter notre niveau d'expertise. Aujourd'hui, et je vais finir là-dessus, j'ai aucun problème pour recruter. Je recrute des gens, des jeunes de grande école. Ils savent que j'ai un projet à impact et donc ça les passionne. Qu'on soit financé par les grandes agences américaines, aidé par l'armée française, ça ne les dérange pas du tout. Rapidement, pour rebondir sur la majorité déjà des projets que nous, en tout cas, on voit passer, ils sont du haut. Et souvent, la part défense est minoritaire dans les marchés qui sont abordés. Donc ça, ce problème de dualité, peut-être qu'il faut mieux l'expliquer. Ça, c'est sûr, mais il existe déjà et c'est déjà inscrit dans les stratégies des entreprises. Deuxième remarque sur ce que vous dites par rapport aux États-Unis, bah, oui, mais ils prennent des risques. Nous, le mot risque, il fait peur. Enfin, moi, une phrase que j'aime bien, c'est quand il y a une idée qui peut changer le monde, aux États-Unis, créer une entreprise, nous, on crée une loi. Donc forcément, c'est sûr, ça marche moins bien. Hein. Et le troisième aspect, c'est que sur cette problématique d'image, c'est de notre faute. Quand je dis notre, c'est la défense en partie, qui certes communique très bien, mais dans une logique de recrutement, d'abord, parce qu'il y a un taux d'attrition qui est tellement important, donc, et très bien, et c'est là où le résultat est quand même très positif, c'est que la grande majorité des Français aiment leurs armées et aiment leurs militaires, et très bien, c'est super, c'est une très bonne chose. En revanche, l'industrie de défense, et ça tu l'as très bien dit Nicolas, ça tend un peu plus, et c'est de la faute de l'industrie de défense, qui a été pendant des dizaines d'années dans une logique de vivons, revivons cachés. On n'a pas besoin d'expliquer ce qu'on fait. De toute façon, on est too big to fail, donc l'État sera toujours derrière nous. On voit qu'ils sont en train... Et les banques, là où on tape sur les banques, ça fait toujours... C'est un peu une thérapie, comme vous disiez. Mais moi, j'ai rien contre les banquiers. Ils sont juste l'éponge et ils sont juste à l'image de ce que la société civile ressent. Donc, encore une fois, leurs réflexes initiaux ne me choquent pas. Et c'est là où l'industrie de défense commence un tout petit peu à s'ouvrir en se faisant un peu violence, mais il faudrait mieux communiquer sur pourquoi c'est important d'avoir une industrie de défense puissante, pourquoi c'est important d'investir, pourquoi il faut exporter sous certaines conditions, etc. Et moi, ça m'a toujours fasciné. Pareil, je vais souvent aux États-Unis et je suis toujours fasciné de voir que sur des affiches d'abribus, il y a des pubs pour Lockheed Martin, il y a des pubs pour Northrop Grumman, pour Raytheon. Et moi, je me demande est-ce qu'un jour il y aura des pubs pour le Rafale ou pour des sous-marins. Voilà. Évidemment, vous, moi, on ne va pas en acheter un au coin de la rue, mais ça travaille sur l'image. Il y a encore un peu d'effort, mais c'est un effort national pour la peine. Tout le monde devrait faire pour expliquer que la souveraineté de notre pays et la défense de notre pays, ça passe certes par nos militaires, c'est indispensable évidemment, mais ça passe aussi par l'industrie de défense. Et là, c'est aussi une remise en question et une introspection à faire des industriels de défense sur mieux communiquer sur ce qu'ils font et sur la légitimité qu'ils peuvent avoir à se développer en France. Juste un tout petit point sur la dualité, parce que je pense que c'est important.
tout le monde veut fromage et dessert. Ben, moi, je préfère le salé. Je suis désolé, j'ai choisi de faire de la défense. Je ne peux pas faire de civil. Il y a beaucoup de choses que je fais. Le sujet qu'on a aujourd'hui, ce serait tellement plus facile de dire je fais 80% de mon business dans le civil, on ne serait pas en train d'en discuter aujourd'hui. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que j'ai une particularité dans un domaine spécifique et que la question qui est posée aujourd'hui, c'est d'accepter qu'on puisse dire que ce secteur-là doit être financé et doit être financé de manière naturelle. Je pense qu'un petit peu ce que d'où aujourd'hui, c'est quoi? Y a-t-il beaucoup de débats aujourd'hui? Vous allez avoir se réunir aujourd'hui autour de nous pour dire on a du mal à passer à financer la série B. On a du mal à financer parce que c'est de la défense. Donc, ne venez pas me dire qu'on a un secteur, si vous voulez, qu'on ne doit pas financer ou peu financer. Au contraire, on est là pour vous dire mais c'est comme n'importe quel autre secteur d'activité. J'ai fait le choix de ne pas prendre de dessert. Laissez-moi préférer le salé. Enfin, je ne m'obligez pas à essayer de créer un business qui n'existe pas. Enfin, je ne sais pas faire. En plus, étant normand... Oui, pour compléter sur un autre aspect, qui est l'aspect accompagnement. C'est-à-dire, c'est non seulement on finance, mais en plus, on a des experts, etc. Bon, alors, je voudrais là-dessus bien être clair, c'est une des grandes forces, justement, des réseaux de Business Angels, c'est d'accompagner et d'accompagner bénévolement. On n'est pas rémunéré en honoraire par cet accompagnement. Donc, un accompagnant tout au long de la vie de l'entreprise, depuis le projet, depuis l'instruction, jusqu'à même la sortie et même parfois après la sortie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que non seulement Défense Angel, c'est un réseau de Business Angel, donc va accompagner, comme tous les autres réseaux de Business Angel, les entreprises financées, mais en plus, nous nous sommes adossés et nous avons constitué un comité d'experts de haut niveau, je crois qu'on peut vraiment le dire, un comité d'experts de vraiment de haut niveau qui va nous permettre non seulement de sélectionner les boîtes à l'entrée, mais aussi de les accompagner post-investissement. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. L'aspect qualitatif est au moins aussi important que l'aspect quantitatif. Je vais prendre une question en ligne qui va s'adresser à nos entrepreneurs. La question est la suivante. Évidemment, qui dit financement dit espérance de gain en retour. Est-ce que les investisseurs la question serait de savoir quelle est l'espérance de gain ou quelle est l'espérance de retour sur investissement d'une entreprise de la défense telle que les vôtres? Est-ce que les spécificités qu'on a évoquées sont plutôt de nature à accroître ou décroître le risque ou les espérances de gain? Alors, on a fini notre amorçage, comme je l'ai dit, on va attaquer notre série A, donc on va avoir nos premiers investisseurs de départ qui vont pouvoir sortir. Donc, j'espère répondre de manière extrêmement favorable avant la fin de l'année avec des chiffres positifs. Nous, aujourd'hui, en tout cas, il y a une chose qui est commun à la quinzaine de startups qui a été accélérée par Generate dans les premières générations, c'est qu'on avait au départ des valorisations assez raisonnables. C'était commun à la quinzaine de startups auxquelles je fais référence, donc les 3 premières générations de Generate. Et les premières startups qui ont fait leur série A avec un début de sortie des premiers Business Angels ont fait de belles sorties. Donc aujourd'hui, ce qu'on commence à voir sur l'écosystème, mais encore une fois, il n'y a que peu de deuxième levée de fonds. Si on prend Préligence, ça a été un des premiers à faire sa deuxième levée après avoir accéléré chez Generate. Aujourd'hui, on commence à avoir des chiffres qui semblent donner un très bon facteur de rentabilité sur ce qui peut être fait. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on est un véritable bouclier d'investissement. Donc, au-delà de la rentabilité qu'on peut apporter à un investisseur, ce qui est fondamental, je veux dire, le but d'un investisseur, c'est de faire une belle sortie, on est également des entreprises qui allons bien quand tout va mal. On l'a dit avec l'Ukraine. Nous, on a fait notre closing de notre amorçage en plein premier confinement du Covid, quand tous les marchés financiers commençaient à trembler sur ce qui allait se passer sur les valorisations. Nous, notre marché a fait à ce moment-là x2. On a été extrêmement boosté par la crise des gilets jaunes et ainsi de suite. Donc, au-delà de la rentabilité, encore une fois, il y a vraiment cette notion de bouclier d'investissement et c'est pour ça que je disais que c'était intéressant pour des VC, mais également des family office
et évidemment des particuliers dans le cadre de Defense Angels. Alors, nous, on n'est pas une association loi d'ISO 101, donc il faut qu'on génère du profit. Alors, je sais que on ne va pas parler de ça, peut-être qu'on est HEC, on peut le faire. Donc, la rentabilité c'est une condition de survie d'une entreprise parce que c'est ce qui permet de réinvestir, c'est ce qui permet de grandir, c'est ce qui permet de croître, c'est ce qui permet de faire des acquisitions. Je pense que quand on va voir des investisseurs, et si on n'a pas de rentabilité, pas de chance de survie, je ne suis pas sûr qu'ils aient tellement envie de mettre l'argent qui est leur dedans. Et c'est la même chose pour des banques ou n'importe quelle institution financière. Donc, on est jugé. Je vais préciser juste la question. Évidemment, la question n'est pas est-ce que vous êtes rentable. La question est quel est l'écart ou la performance attendue en comparaison si un investisseur doit arbitrer entre plusieurs possibilités. Autrement, pourquoi venir vous voir? Je pense qu'il n'y a pas de premium à investir dans la défense parce qu'il faut que ce soit considéré, comme on est tous en train de le dire, comme un secteur comme n'importe quel autre. Après, chaque boîte a ses particularités et chaque investissement a sa particularité. Mais pour moi, il n'y a pas de premium. Et la raison, d'ailleurs, je peux le dire d'autant plus facilement, ce que j'expliquais tout à l'heure, si effectivement mon banquier ou mon interlocuteur financier est quelqu'un qui gère plein de secteurs d'activité, pourquoi le mien demanderait plus de rendement que celui d'à côté? Donc, moi, je ne connais pas, enfin, en tout cas, d'exigences qui m'ont été données par ou des instituts financiers ou des banquiers me disant qu'il faut que je sois plus rentable que les autres. Ils sont contents quand je suis rentable, ils sont un peu moins contents quand je ne le suis pas. Mais je ne pense pas qu'il y ait de premium. Par contre, je pense qu'il y a sans doute, et c'est ce qu'on dit aujourd'hui, un premium à investir. Quand on est investisseur, finalement, vous ne faites pas un très bon choix. Il y a d'autres choses. Vous pourriez se dire des trucs plus faciles quand même que ça. Hein. Non, je crois que ce qu'a dit à l'instant Karine est extrêmement important. Ça fait partie des arguments que nous développons auprès de nos investisseurs particuliers et maintenant auprès de nos investisseurs institutionnels dans le cadre du fonds qu'on est en train de monter. C'est qu'effectivement, la rentabilité est une rentabilité d'ailleurs sur le long terme, qui peut être beaucoup plus sûre d'ailleurs que sur une place de marché ou sur une boîte de e-commerce. Et deuxièmement, et ça c'est très important, je reprends le terme de bouclier d'investissement. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des sociétés qui, dans le monde instable et de plus en plus instable que nous connaissons, on est au moins sûr que sur les aspects sécurité, les aspects défense, les aspects souveraineté, et bien sur ces aspects-là, c'est sûr qu'on va pouvoir continuer les activités parce que c'est justement celles-là qui vont nous permettre de surmonter ou de traverser les crises que nous avons en ce moment. Voilà, ça c'est extrêmement important. Et dans ce sens-là, quand on élève un peu le niveau de la réflexion et qu'on prend un peu de distance vis-à-vis effectivement de l'investissement qu'on fait, on peut penser qu'effectivement, c'est un bon placement, tout simplement parce que c'est un placement sûr et c'est un placement qui a des perspectives de développement, y compris, et justement, y compris dans les crises. Je rajouterai juste une chose, en tout cas côté start-up, on voit beaucoup des valorisations qui flambent depuis quelques années dans le monde de la start-up en général. On voit le monde de la fintech qui a des valorisations totalement dingues, il faut quand même le dire, des levées qui sont de plus en plus importantes. Aujourd'hui, quand on lève 10 millions, on a limite l'impression qu'on a levé 500 000 il y a 10 ans en arrière. On a un avantage à être toujours un peu en retard avec la DevTech, c'est qu'au moins nos valorisations, elles sont basées sur du solide. Donc, quand on a une valorisation en amorçage qui arrive 3 à 5 ans après la création de l'entreprise ou une série A qui arrive après 6 ou 7 ans, on a des valorisations qui sont importantes, mais qui sont beaucoup plus robustes et solides que des hypothétiques série A, série B faites très vite dans des écosystèmes beaucoup plus mouvants. Si après ça, l'investisseur n'est pas
n'est pas convaincu du bien fondé de son investissement dans ce secteur, alors là, c'est à douter de tout. Là. Je pense qu'ici, en tout cas, on est tous convaincus. Et il reste encore le temps pour une question. Voilà, parfait. Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Nicolas Louis. Et déjà, monsieur Matin, bravo pour la montre, hein, j'apprécie beaucoup. J'irai droit au but. En fait, on a beaucoup parlé de ce qui restait à faire en termes de pédagogie et tout. Qu'est-ce que les armées pourraient faire de mieux ou autrement pour aider en termes de pédagogie et de communication pour finalement que les armées soient bien dotées grâce à des entreprises qui auraient été financées par à la fois vous, voire d'autres financiers? Alors, mieux, je sais pas, mais en tout cas, moi, je fais le retour d'expérience sur quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, où j'ai un peu secoué le cocotier. Les armées ont été les premières à réagir. C'est-à-dire avant Bercy, avant même parfois mes industriels, les armées ont tout de suite pris conscience que avoir une faille dans... Parce qu'elles ont bien compris la remontée de la chaîne de valeur. Si on a une start-up ou une PME qui est sous-traitant rang 1 de tel industriel qui connaît un problème, bah, c'est l'industriel qui va avoir un problème, donc il ne pourra plus fournir les armées. Et ça, ils l'ont tout de suite très vite percuté. Et dès le début, ils ont été assez, très aidants sur la démarche qu'on avait lancée aussi bien avec l'école de guerre qu'avec le JCAT à l'époque. Après, ils ont fait avec la marge de manœuvre qu'ils pouvaient avoir, hein, évidemment, parce qu'ils ne pouvaient pas être dans une logique interministérielle ou autre. Sincèrement, les armées aujourd'hui, nous, elles jouent le rôle qu'elles ont hein, sur promouvoir l'industrie de défense quand elles peuvent le faire avec les moyens qu'elles ont pour le faire. Moi, à mon niveau, encore une fois, je vais donner le micro, les armées font leur boulot et c'est d'abord faire la guerre, en tout cas défendre les intérêts français. Ça les occupe déjà pas mal. Ensuite, ils ont un deuxième sujet, c'est défendre leur budget, qui leur prend aussi beaucoup de temps. Et ça, évidemment, c'est lié avec l'industrie de défense. Donc déjà, rien que ça, si elles arrivent à remplir ces deux missions, on est très content. Après, évidemment, en termes d'image, nous, on le voit, et encore une fois, on prend le plan. Encore une fois, moi aussi, j'aime beaucoup les États-Unis, mais je ne veux pas devenir américain parce que je suis très content d'être français sur plein d'autres aspects. Mais quand je vois comment le lien public-privé est beaucoup plus fort aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon global, c'est vrai que, et ça encore une fois, c'est très culturel français, la dichotomie public-privé, attention, il ne faut pas qu'il y ait de navette sur certains aspects. Je trouve qu'il y a un peu moins cette relation de méfiance, alors qu'il y a des problèmes qui sont fois 50 millions à l'échelle américaine entre les industriels de la défense et leurs armées. On le voit, le sujet F-35 au hasard, on voit qu'il y a un peu de tension quand même entre eux. Mais pourtant, ils sont très pragmatiques et ils ont une logique de coopération et ils savent se serrer les coudes beaucoup plus fort quand il y a des problèmes communs, et on l'a vu sur les problématiques bancaires. En tout cas, moi, quand j'ai regardé un peu sur les sujets ces problématiques-là, au niveau anglo-saxon, ils ont les mêmes problèmes que nous, hein, les Américains. Ils ont le même opinion publique, ils sont confrontés aux mêmes règles internationales. En revanche, on voit qu'à un moment, quand il faut défendre les intérêts du pays, il y a une logique nationale. Et c'est là où, moi, je vais terminer là-dessus, quand les premières fois où j'ai eu des échanges avec le monde bancaire ou financier, et à juste titre, encore une fois, les secteurs bancaires m'ont dit mais nous, on a une responsabilité avec les ESG sociétales et environnementales. Je fais oui, vous avez raison. Sauf que vous êtes une banque française, donc vous avez aussi une responsabilité nationale. Et je me souviens, c'est un exemple que j'avais pris, il me dit oui, mais nous, on est une banque internationale, on est exposé sur les marchés financiers internationaux. Je fais oui, vous avez raison. Je fais mais quand en 2008, avec nos impôts, il a fallu vous renflouer, là, vous étiez content d'avoir un drapeau français, vous n'avez pas sorti un drapeau de l'ONU. Donc, le drapeau français, c'est pas à la carte. On est français quand ça se passe, quand il y a une période de crise et on vous renfloue, et très bien, cocorico, mais à côté de ça, quand il faut soutenir aussi l'effort national, le drapeau français, il faut le sortir aussi. C'est un discours qui a 2 ans, quand je l'ai sorti, on m'a dit circulez monsieur, il faut partir du bureau. Là maintenant, on voit qu'avec l'Ukraine, autre chose, c'est en train de changer, et même au niveau politique, on sent qu'il y a une prise de conscience. Donc, ça va dans le bon sens. Les armées jouent leur rôle, et moi, à mon niveau, j'ai rien à leur reprocher.
qu'elles fassent leur boulot, elles le font très bien, qu'elles aient les moyens de continuer de le faire. Je vais aller dans le sens de François. Nous, aujourd'hui, si on est là, c'est grâce aux armées, c'est grâce aux forces. Au-delà de la dynamique du ministère, c'est vraiment grâce aux forces. Il y a 3 choses qui ont été fondamentales pour nous dans notre développement. La première chose, c'est qu'elles ont accepté immédiatement de tester et de co-développer. Et là, pour la peine, je mettrai en lumière la démarche actuelle du commandement des forces spéciales terres qui a vraiment cette volonté de co-développement. Donc, nous, on a un produit, eux, ils ont des besoins, ils ont une expertise. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer notre produit? Ça leur sert directement à eux, évidemment, et ça servira demain aux unités conventionnelles, aux autres armées et aux armées partenaires et internationales. Donc, le co-développement, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a été un game changer dans notre développement. Et puis, la troisième chose, c'est le soutien. Nous, les quelques fois, on a réussi à faire, enfin, la seule fois, on a réussi à faire plier une banque pour avoir un financement sur les 1 million de R&D qu'on a investi de 60 000 €, hein, donc avec 80% de contre-garantie chez BPI, donc pas un risque énorme quand même. C'est grâce aux lettres d'intérêt qu'on avait eu des forces. C'est tout bête, mais quand vous avez des unités ou des armées qui vous disent, voilà, votre techno, votre service, il est utile, il est opérationnel, il fonctionne, il est combat proven, comme nous a permis de l'être l'aviation légère de l'armée de terre, donc les hélicoptères. Le jour où ces personnes au combat ont dit, nous, ce service, il est combat proven, et pour la peine, ça a quand même réussi à faire bouger les lignes. Et le troisième point, c'est aussi une forme de, alors on parlait de psychanalyse de groupe tout à l'heure, mais de soutien moral. Et là, je vais partager une histoire un petit peu plus personnelle. Après mon 12e refus bancaire et un business angel qui ne nous a pas suivis, qui a mis du coup celui qui voulait nous suivre en période de questionnement, en pleine instruction de notre dossier. On s'est dit, bon là, ça suffit, on va encore prendre 6 mois de retard, on n'y arrivera pas. La commande que devait faire l'unité militaire, elle avait une date fixe. On savait que sans ce financement, cette levée, on ne tiendrait pas cette deadline. Et donc, je me suis dit, bon là, stop, ça suffit. Je me rappelle avoir appelé François et Mathilde chez Generate en disant, bon là, franchement, je me laisse 15 jours, mais ma décision est prise, je dépose le bilan. Et donc, je suis partie faire une action au GIGN, c'était officiel, donc j'en parle librement. Et à la sortie, quand on a été voir les utilisateurs, ils nous ont dit, non mais ce que vous faites, c'est génial, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de votre solution. Là, je pars beaucoup plus serein en mission, j'ai ce que je suis venu chercher. Et de voir le témoignage de satisfaction de ces gens qui sont quand même, qui est une unité d'élite, et de cette personne qui avait servi au plus haut niveau les intérêts de la France, je me suis dit non, je n'ai pas le droit d'abandonner et je dois faire le next step, aussi dur que ce soit. Donc, il y a aussi un rôle de soutien dans les bons moments, certes, quand on communique, mais aussi dans un quotidien parfois plus long et difficile. Écoutez, juste un dernier petit truc, parce que je pense que c'est important. On a eu la chance, nous, de rencontrer des militaires au Forum Innovation Défense, on est une PME, on ne les voit jamais. C'était génial. On a eu plein d'idées. J'ai plein de projets d'innovation qui sont lancés à la suite de ça. Donc, venez vomir sur nous. On est preneurs. Guy, François, Karine et Nicolas, merci beaucoup pour votre intervention aujourd'hui. Donc, au nom des alumni de l'école de guerre et des alumni de l'HEC, on vous remercie pour cette intervention. Si je devais résumer, ce qui est évidemment toujours la gageure dans ce genre d'intervention, ce que vous venez de nous dire, je retiendrai la notion d'image sur laquelle vous avez beaucoup insisté. Non, l'investissement dans le monde de la défense n'est pas moins rentable et ou plus risqué que dans d'autres univers. Je retiens la notion de pain et fromage, de fromage et dessert, pardon. Parfois, on veut se concentrer sur le dessert, et il faut savoir le faire. Mais tout ça, ça nécessite évidemment avant tout que les gens comprennent ce que vous êtes en train de faire, comprennent votre métier, comprennent vos difficultés, vos particularités. Et c'était bien le but aujourd'hui de cette rencontre entre le monde de la défense via les alumni de l'école de guerre et le monde civil, le monde de l'investissement via les alumni d'HEC. Et je crois que c'est là-dessus que je voudrais finalement insister pour conclure. C'est cette nécessité de continuer à dialoguer et à mieux comprendre les univers des uns et des autres. Tu viens de faire l'appel aux militaires pour qu'ils viennent te déverser des idées. Les prochains événements qui vont être organisés, ce sera Eurosatori.
pour lesquels on va essayer de créer ces passerelles, de continuer à travailler sur ces passerelles. Donc, Philippe, si je ne me trompe pas, tu devrais envoyer un mail à tous sur cette affaire. Donc, pour une visite à Eurosatory le 15 juin prochain. Et puis, j'ai découvert en arrivant, et c'est bien le but de nos associations d'alumni, j'ai découvert une initiative assez cocasse, puisque Michel Béard, qui est un alumni d'HEC, va lancer une collection qui s'appelle SPY, qui va simplement parler du monde de la DGSE et de la DGSI, donc encore un pas dans le monde de la défense. Donc, merci Michel pour cette initiative, que je me permets de relayer aussi à tous les alumni de l'école de guerre. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à continuer à créer ces liens. Et le dernier point que je voudrais ajouter, c'est que vous ne l'avez pas fait de manière très officielle et je vous attendais un peu plus agressif sur ce thème. Évidemment, on compte sur vous tous pour aider Defense Angels et n'hésitez pas à nous indiquer, j'imagine, sur un site internet ou des coordonnées pour qu'on puisse, à titre individuel, participer à l'aventure. Donc, merci à tous. Tu es un très, très mauvais commercial, hein, vraiment un mauvais commercial. J'aurais dû vous dire, venez sur www.defenseangels.org et surtout, venez donc assister au pitch et aux sessions de pitch de nos entreprises. La prochaine, c'est le 2 juin à 16h, hein, à 16h au J4. Venez nous rejoindre, venez adhérer à Defense Angels et venez investir dans les boîtes. Merci beaucoup. Il reste des croissants, du café, voilà. tout ça. Très bonne journée et à ceux qui sont en ligne également. Ah non, il est coupé. On dépassait là-dessus. Ah, Sophie. Oui, je pense que